avec nous pour répondre donc à cette question. Un événement sportif peut-il être à 100% éco-responsable? On va tenter de répondre à cette question avec Maël Besson. On va l'accueillir sous vos applaudissements, expert transition écologique, sport et RSE, membre de la Fondation Relais Vert. Arnaud Breton, directeur Impact, Héritage et Famille du Rugby chez France 2023. Et Magali Chevalier, responsable des grands événements au Club des Sports de Chamonix. C'est une sacrée question, hein, à laquelle vous allez devoir répondre. Maël Besson, je me tourne vers vous. D'abord, je le répète, expert transition écologique, sport et RSE, membre de la Fondation Relais Vert, dont on va reparler tout à l'heure. Je vous laisse peut-être vous présenter et nous poser finalement le cadre de cette discussion pour répondre à cette question. Oui, bonjour, merci, ravi d'être parmi vous. Donc Maël Besson, moi j'ai travaillé longtemps au ministère des Sports sur les questions d'intégration des enjeux environnementaux dans les politiques sportives, puis au WWF sur la question de comment on utilise le sport pour les enjeux environnementaux, et puis maintenant je suis à mon compte et j'accompagne pas mal d'acteurs sur ces sujets-là et membre effectivement de la Fondation Relais Vert. Pour poser le décor, moi sur les enjeux sport-environnement, pour moi il y a... Alors, la présentation a un peu bougé. Non, elle ne s'affiche pas. Alors, je ne sais pas comment la... Voilà. Ah là, elle va s'afficher. Magnifique. Bon, ça a un petit peu bougé, mais juste pour poser le cadre, quand on travaille sur les enjeux sport et environnement, donc évidemment, la RSE, c'est plus large que juste l'enjeu environnemental, mais là, je vais parler principalement de la partie environnementale. Pour moi, il y a 3 dimensions. Il y a la question de réduire l'impact. Quel est l'impact du sport sur l'environnement ? Il y a s'adapter, parce que malheureusement, même si on réduit un certain nombre d'impacts, on va connaître des dérèglements, et on connaît d'ailleurs déjà, des dérèglements, des conséquences du dérèglement climatique sur le sport. On a vécu un plan sobriété énergie, on va vers un plan sobriété eau, et puis on a un certain nombre d'adaptations à anticiper. Et puis, il y a aussi la question de la contribution du sport. Donc j'ai illustré un petit peu les 3 parties. Réduire, souvent, ça commence par mesurer, et souvent on est sur le prisme carbone, de l'impact carbone des grands événements, du sport de manière générale. Il faut avoir en tête que ce n'est pas que le carbone. Là, je vous ai mis les limites planétaires dans lesquelles il faudrait qu'on arrive à rentrer nos activités. C'est-à-dire que quand on prend... Il y a d'autres impacts que le climat. Il y a l'impact sur la biodiversité. Clairement, tous nos textiles sportifs, on a un certain nombre d'impacts qui ont un impact sur l'eau, sur les différentes pollutions. Et on a aussi des pollutions sonores et lumineuses. Ça, c'est des choses qu'on intègre déjà sur certains grands événements quand on est soumis à des incidences environnementales Natura 2000. Mais finalement, c'est des choses qu'il faut intégrer sur tout événement. Quand on laisse des écrans allumés la nuit ou tout simplement des stades de tennis ou engazonnés, il faut savoir que ça a un impact, par exemple, sur la biodiversité, les insectes. Ça a un fort impact quand on laisse toute la nuit des choses allumées, et puis évidemment sonores sur le dérangement de la faune et la flore. Il y a les pollutions atmosphériques. Toutes les pollutions atmosphériques ne sont pas intégrées dans les bilans carbone. Donc tous les camions, tous nos transports qu'on génère, ça impacte aussi la qualité de l'air. Les pollutions plastiques, voilà. Ensuite, il y a la question de s'adapter. On a un certain nombre de conséquences. Je vous invite à regarder le rapport qu'on avait fait au WWF sur les conséquences du dérèglement climatique sur le sport. Un monde à plus 2 à plus 3 degrés, un plus 2 à plus 4 degrés, ça veut dire quoi sur le sport? Donc il y a évidemment le nombre de jours chauds qui va réduire notre capacité à pratiquer, la montée des eaux sur les infrastructures sportives, les vagues de chaleur qui clairement rendent problématique l'entretien des terrains engazonnés. Donc voilà, il y a un certain nombre d'adaptations, et on pourrait, à ces adaptations, à ces conséquences physiques, s'adapter aussi aux conséquences des évolutions sociétales. Le plus connu, là, c'est l'acceptabilité. L'acceptabilité de la population d'avoir des grands événements qui consomment certaines ressources ou alors qui continuent à émettre des émissions de gaz à effet de serre avec un transport aérien. On voit bien qu'il y a de plus en plus de contestations, et on remet de plus en plus en question l'utilité même, ou la légitimité même des grands événements ou des événements tout court à avoir cet impact ou à consommer telle et telle ressource qui sont sous tension. Mais on pourrait parler aussi la hausse du prix des assurances, par exemple. Les phénomènes météorologiques extrêmes s'amplifiant,
on a des coûts d'assurance qui vont augmenter et on a des déclarations hein, de grands assureurs qui disent un monde à +2 ou à +4 degrés, on ne sait pas comment ça sera assurable. Donc on va avoir juste des conséquences sur nos organisations. Et puis ensuite, contribuer. Ça, c'est... il y a plusieurs aspects. Il faut qu'on commence à s'interroger sur nos événements sportifs, notre spectacle sportif, qu'il soit télévisuel, qu'il soit sur réseaux sociaux, quel modèle de société il met en avant. Est-ce qu'on construit un idéal de consommation, un idéal de comportement qui est dépendant de l'avion? Alors moi, je suis plutôt montagne, grimpe. Toutes les publicités, toute la construction de l'imaginaire autour de photos de grimpe en Thaïlande, ça me construit un idéal de pratique qui est dépendant de l'avion. Et on sait que mathématiquement, on rentre dans une incompatibilité si tout le monde se met à pratiquer son sport avec beaucoup de consommation d'avion. Donc, quelle est la consommation? C'est pareil. Un sportif qui consomme une bouteille plastique à l'écran, son impact environnemental n'est pas d'une bouteille en plastique. Il est de X bouteilles en plastique consommées par effet d'imitation. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a autant d'investissements en sponsoring, c'est que ça a un impact sur notre consommation, sur notre comportement de consommation, d'idéaux de pratique. Donc il y a cette interrogation de qu'est-ce qu'on met en avant et puis qu'est-ce qu'on peut changer. Alors j'ai mis quelques exemples, mais l'exemple de Tony Estanguet qui met en avant le burger végétarien sur Paris 2024, je trouve ça assez intéressant parce qu'en fait on sort du clivage pour ou contre la viande. C'est juste, ça devient normal de manger de temps en temps végétarien. Ça n'a pas de drame, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus manger de viande. C'est juste qu'on en mange, ça normalise la consommation de repas de temps en temps végétariens. J'ai mis aussi le golf parce qu'il a été beaucoup critiqué sur sa consommation d'eau et tout ça, mais il peut aussi avoir des effets contributeurs, notamment sur la biodiversité. On voit que si un golf est bien géré, en fait, ça devient des puits de biodiversité dans des endroits où souvent ils sont situés dans des endroits de monoculture ou périurbains où en fait la biodiversité est assez pauvre et ça fait un puits de biodiversité. Donc il y a plein d'éléments qui peuvent inciter la contribution. Si on parle d'éco-responsabilité, alors on pourrait le schématiser comme ça. Alors la présentation a encore bougé, mais il y a 3 niveaux en fait. On pourrait l'imaginer comme ça. Il y a un événement qui se veut éco-responsable, il peut se dire ok, je m'aligne avec les standards RSE, c'est-à-dire que je fais le minimum, ce qui est standard, normal d'être fait, et tout ça. Je peux essayer d'aller un peu plus loin et de créer la différence en disant en ayant une innovation ou un point particulier. Ou alors il peut être acteur du changement avec des ruptures. Et ça sera forcément avec des ruptures qu'on arrivera à embarquer un secteur d'activité sur ces sujets-là. Je suis un petit peu trop long. Non, pas du tout. Non. J'étais en train de me dire qu'on allait poser la question à vos voisins de savoir dans quelle catégorie ils étaient. Je vous laisserai leur poser la question, tiens. Ça marche. Souvent, on est dans plusieurs catégories. On va être sur un sujet, on va être plutôt acteur du changement, ou on va essayer d'avoir une rupture sur la mobilité ou sur machin. Et puis, sur d'autres, on va s'aligner un peu sur le standard. Et quand on ne s'aligne pas, en général, c'est là où on est un peu contesté. Et on a une perte d'attractivité. Juste pour dire que c'est primordial dans ces prises en compte de ces différents prismes, pas que la réduction, mais aussi l'adaptation et voir comment on contribue à une société un peu plus éco-responsable, de garder en ligne que le sport et les événements sont profondément utiles pour notre société et qu'il y a un certain nombre de bénéfices qu'il ne faudrait pas oui, l'idée, c'est pas d'arrêter de faire des grands événements. Non, surtout quand dans ces moments de crise qu'on risque de connaître, le sport apporte une cohésion dont on va avoir profondément besoin dans ces moments de crise. Donc il faudra arriver à pas perdre ces bénéfices-là parce qu'on est rentré dans quelque chose qui est inconciliable. Donc la question de 100% éco-responsable, ça c'est une évidence, c'est une question qui n'est pas évidente à répondre. Moi j'aurais envie de dire, pour y arriver, il va falloir s'autoriser à penser différemment et à ce que ça soit différent. Et l'exemple que je prends souvent, c'est finalement, faisons un pas en arrière et posons-nous la question de qu'est-ce qu'on vient chercher dans le sport, un événement sportif. Qu'est-ce qu'on vient chercher? On vient chercher de l'émotion, on vient chercher du dépassement, une compétition, on vient chercher ces éléments fondamentaux. Et finalement, ces éléments fondamentaux qu'on vient chercher, est-ce que le sport ou l'événement tel qu'on le connaît, c'est la seule manière de répondre à ce besoin-là? Et souvent, on m'interroge sur des JO d'hiver. Est-ce que c'est compatible?
Mais en fait, si on prend ces fondamentaux-là, moi je ne sais pas si on ne peut pas imaginer qu'à terme, les JO d'hiver, ça ne puisse pas être des JO de montagne. Est-ce que les émotions, est-ce que la compétition, est-ce que ne seront pas là, les fondamentaux ne seront pas là? Mais ça veut dire qu'il faut avoir la capacité de repérer ce qu'on appelle les attachements, dire à quoi on est attaché dans le sport, quels sont les fondamentaux, et finalement à quoi on est capable de se détacher, et pour garder l'essentiel, le fondamental. Et donc, effectivement, je vais laisser la lourde tâche faire une passe de rebondir et d'essayer de voir comment... Notamment à vos voisins. Merci déjà, Maëlle, pour ce cadre de la discussion. Et puis, je vais vous laisser mettre votre petite grain de sel lors de la discussion avec vos voisins. Et d'ailleurs, je vous le signale tout de suite, on gardera un petit peu de temps à la fin de chaque table ronde pour que vous posiez vos questions, commencez à préparer vos questions pour nos intervenants. Donc, pour répondre à cette question, est-ce que c'est possible d'être 100% éco-responsable? Arnaud Breton, je vous laisse vous présenter, déjà. Donc bonjour, Arnaud Breton, je suis directeur Impact, Héritage et Famille du rugby pour le comité d'organisation pour la Coupe du Monde de rugby France 2023. Donc on est à moins de 6 mois de l'événement, puisqu'il commence le 8 septembre jusqu'au 28 octobre. Et je profite juste de cette introduction pour faire une petite dédicace à celui qui était là sur scène, vous avez dit que c'était le boss, Frédéric Michalak, tout simplement parce qu'en fait, il y a 5 ans et demi maintenant, il était avec nous pour un petit plaisir, à savoir on était à Londres, c'était le moment de l'attribution de la Coupe du Monde de rugby, et on avait eu le plaisir de voir le président de World Rugby anglais retourner la pancarte avec marqué France. Et donc, 5 ans et demi après, ça fait toujours plaisir, et surtout après le week-end qu'on a vécu le week-end dernier. La belle victoire du 15 de France face à l'Angleterre et la Coupe du Monde de rugby qui accueillera des matchs. Lyon accueillera des matchs ici, pas dans le stade qui est à côté de nous, mais un peu plus loin. Arnaud Breton, pourquoi déjà France 2023, à ne pas confondre avec Paris 2024, s'engage sur ces enjeux d'éco-responsabilité déjà? Alors en fait, il y a 3 dimensions qui sont importantes pour nous quand on a construit ce projet, en fait, dès le début. On est dans un pays où le sujet du développement durable au sens large, de l'environnement, est un sujet clé. On avait accueilli la COP21. Et donc, quand on s'appelle France 2023, quand on accueille un grand événement sportif en France, on est obligé désormais, parce que c'est quelque chose qui est souhaité par les populations, qui est un enjeu de société, on est obligé de s'y attacher. Il y a un deuxième sujet, on parlait de France, il y a le côté rugby maintenant, et le côté rugby, c'est aussi une réalité. Pourquoi le rugby parle de développement durable? On pourrait dire que c'est des sujets lointains, mais tu avais évoqué juste avant les enjeux de montée des eaux. Nous, on a 3 pays qui sont directement concernés par la montée des eaux, qui sont des nations phares du rugby. Je pense aux Fidji, aux Samoa et aux Tonga, où dans les prévisions d'ici 2050, ce sont des îles qui sont véritablement menacées. Et donc, c'est important de mobiliser aussi le monde du rugby sur ces enjeux-là. Troisième sujet, c'est qu'on est un comité d'organisation. Nous arrivons après plusieurs événements qui se sont passés dans d'autres pays, des Jeux Olympiques d'été, d'hiver, des Coupes du Monde. Et dès le début, on a voulu être différent. Alors je ne sais pas si ça rentre forcément dans les 3 cases qui étaient évoquées tout à l'heure, mais on a voulu construire un projet qui était pas de dire on ne fait pas juste 48 matchs de Coupe du Monde de rugby. C'est facile d'organiser des matchs de rugby et quelque part la Fédération française le fait chaque week-end. Mais on voulait proposer un projet qui dépassait la seule organisation des matchs et laisser un impact positif pour les territoires, pour le rugby, pour la population et pour la planète. Et donc on a voulu dès le début nous positionner de manière différente sur ces sujets-là et notamment sur le sujet environnemental. Concrètement, du coup, ça donne quoi, sachant que cette Coupe du Monde de rugby, elle va se passer en majeure partie dans des stades, à des endroits précis? Je reprends le schéma qui était évoqué tout à l'heure. On a 2 dimensions qui sont, on va dire, un peu déjà innovantes en termes de démarche et de méthode. C'est-à-dire que dès le début, on a été dans une logique de mesure, en fait. Parce que c'est important de se positionner en sachant de quoi on parle, qu'est-ce qu'une empreinte environnementale. Alors souvent, on le lie au carbone dans des grands événements sportifs, mais pour dire où on est, d'où on part. Donc ça, c'était les exemples des autres compétitions, des autres Coupes du Monde de rugby. Et à partir de là, on a eu une démarche qui était de dire on absorbe, je refais, on limite tout ce qui peut être fait par rapport à un événement. Et donc quand on les limite, en fait, c'est des actions volontaires
parce que je prends des exemples assez simples sur les transports, vous en avez parlé. Nous, on a une politique, je ne vais pas revenir sur d'autres exemples dans d'autres sports, mais on a décidé que les équipes allaient se déplacer en train dès lors que c'était 4 heures de transport, ce qui n'existait pas dans le standard des organisations. Aucun rapport avec le foot, du coup, ce que vous venez de dire. Je ne vais pas donner d'exemple, je dis par exemple. Mais c'est un premier exemple. Sur tous les sujets d'alimentation qu'on retrouvera dans les stades, on avait l'exemple du burger végétarien, mais nous, on a décidé de s'appuyer sur des filières courtes, sur des agriculteurs et des artisans de proximité pour la restauration grand public, pour les hospitalités, pour faire en sorte de créer aussi ces filières et ces bassins de population. Alors on prend l'exemple, je vais prendre l'exemple de l'alcool, on ne devrait peut-être pas, mais quand on parle de rugby, de Coupe du Monde de rugby et de territoire, d'avoir un vin dans un territoire donné, c'est important, évidemment. Donc il y a plusieurs sujets qui nous permettent de limiter véritablement notre empreinte. Après, la réalité, quand on parle de Coupe du Monde de rugby et de grands événements sportifs, c'est qu'on va accueillir des fans du monde entier. Nous, on a 600 000 spectateurs qui viennent et on peut dire ce que l'on veut. Ces personnes-là vont venir dans notre pays, vont se déplacer, vont prendre notamment l'avion. Des supporters de Néo-Zélande qui sont à l'autre bout du monde vont évidemment se déplacer en avion. Et en fait, c'est l'impact le plus important qui n'est pas maîtrisé directement par le comité d'organisation puisque ce sont les personnes qui se déplacent par eux-mêmes. Donc il y a un côté incitatif que l'on a pour leur expliquer ce qu'ils peuvent faire pour venir dans notre pays. Alors c'est plus facile quand ils sont limitrophes et ce qu'ils peuvent faire pour se déplacer dans le pays. Mais en fait, nous, notre sujet, c'était de dire on va dépasser notre casquette de simple organisateur. Et ça rejoint le dernier élément de méthode qui est important. C'est on va essayer d'engager toutes les parties prenantes pour non seulement compenser, mais pour absorber le sujet de l'empreinte carbone de notre événement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on a calculé l'empreinte carbone pour l'ensemble des spectateurs qui venaient, l'ensemble des journalistes, l'ensemble des équipes, les invités que l'on a par rapport au tournoi. On a décidé nous-mêmes d'abonder un premier fonds à hauteur d'1 million d'euros pour dire on va absorber notre empreinte. Et on s'associe à l'ensemble des parties prenantes pour leur demander de rejoindre notre aventure. Premier exemple, et on est bien placé ici pour en parler, la métropole du Grand Lyon s'est jointe à l'aventure en abondant également notre programme pour faire en sorte qu'on puisse absorber l'ensemble de notre sujet. Je fais juste un petit focus sur l'absorption. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on parle de compenser, vous avez des entreprises qui achètent des crédits carbone à l'autre bout du monde pour dire voilà, j'ai fait mon geste pour la planète. Nous, notre sujet, ça va être d'accompagner des projets qui sont positifs. On a fait des études experts pour savoir quels étaient les lieux dans la planète pour le faire, quelle était la nature des projets, parce qu'on est plutôt, nous, sur des sujets de mangroves. Voilà, on pourra en discuter à côté, pourquoi des mangroves, etc. Mais des projets qui sont véritablement utiles pour regarder ce que ça réintroduit comme oxygène sur la planète et pour compenser la partie carbone. Maël Besson, c'est moindre mal. Finalement, il y a toujours un équilibre qui est compliqué à trouver. Oui, la question de la compensation ou de contribuer ou de restaurer des milieux, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, il y aura toujours un impact sur nos événements sportifs. Donc il y a cette nécessité de compenser et d'équilibrer avec, sur la dimension environnementale, des projets effectivement de restauration, de compensation, et puis sur la dimension sociale aussi. Il y a une question de dire, en fait, là où on ne se pose pas sur la santé, par exemple, l'impact environnemental de toute notre consommation sur la santé, on le met pas en balance. Enfin, c'est beaucoup plus. Et le sport, c'est pareil, ça apporte quelque chose et il faut le mettre en balance aussi, il faut l'intégrer dans l'équation. Après, le danger de la compensation, c'est que ça ne. Alors, comment dire, ça pas ça dédouane, mais ça ne nous oblige pas à aller plus loin dans la révision de nos modèles. C'est-à-dire qu'il a complètement raison. Là, il est sur leur périmètre, le périmètre d'organisateur. Et le format de l'événement est comme celui-là. Et ils ont complètement raison d'être sur cette approche-là. Mais objectivement, quand on regarde de manière macro les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, et pour le coup, je suis un amoureux du sport, j'ai beau prendre l'équation dans n'importe quel sens, l'avion ne rentre pas dans l'équation. Enfin, c'est pas compatible. Autant d'avions n'est pas compatible, le transport aérien n'est pas
dans ces volumes-là n'est pas compatible avec notre trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un enjeu, là je pense que le comité fait sa part, il y a un enjeu après des fédés internationales de faire sa part aussi dans la révision même du modèle. Parce que, je ne sais pas comment le dire autrement, mathématiquement, ça rentre pas. Il faudrait qu'on exclue la Nouvelle-Zélande, on serait tranquille comme ça. Ce sera peut-être un peu difficile de les exclure, une nation phare, mais pour aller dans le sens que tu évoques, ce qui est important, effectivement, c'est bien distinguer les différents périmètres d'intervention des uns et des autres. Alors je ne suis pas fédération internationale, mais ils font également des choses pour réinventer leur modèle, ne serait-ce que dans les dossiers de candidature, qui est d'intégrer cette dimension environnementale, ce qui n'existait pas dans les dossiers de candidature précédents. Et nous, en tant qu'organisateurs, je ne l'ai pas redit, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur de la construction de nouveaux équipements qui, justement, ont un impact, que ce soit sur la biodiversité ou autre. Là, il n'y a pas de... On est sur des stades déjà existants. On va en reparler, mais je voudrais te donner la parole à... Ouais, juste, World Rugby a sorti sa stratégie bas carbone et avance profondément sur les sujets. Hein. Donc après, il y a encore des leviers où on ne s'autorise pas encore à penser que ça puisse être différent, mais je ne voudrais pas te donner l'impression que World Rugby ne travaille pas sur le sujet. Il a travaillé, et il a mis sa stratégie avec des objectifs ultra ambitieux de réduction de 50%, mais voilà, il reste maintenant le plan d'action à réaliser réellement. Magali Chevalier, je vous laisse vous présenter, responsable des grands événements au Club des sports de Chamonix. Je vous laisse vous présenter et nous présenter le Club des sports de Chamonix et les événements que vous chapeautez. Oui, bonjour, merci. Donc, je suis Magali Chevalier, responsable des grands événements du Club des sports de Chamonix. Le Club des sports de Chamonix, c'est une association qui est indépendante et qui est missionnée par la communauté de communes de la vallée pour organiser des événements sportifs internationaux pour la promotion touristique du territoire. Donc, depuis 1948, on organise 3 événements sportifs. Le premier, c'était la Coupe du monde de ski Le Kandar. En 1979 est arrivé le Cross du Mont Blanc qui s'est transformé en Marathon du Mont Blanc. Et on organise également la Coupe du monde d'escalade. Donc, c'est 3 événements sportifs qui se déroulent en extérieur, donc pas dans un Oui, stade. c'est ça qui est intéressant, justement. On a d'autres enjeux. Juste le Marathon du Mont Blanc, ça draine combien de personnes, combien de participants et combien d'accompagnants à peu près ? Donc le Marathon du Mont Blanc, c'est 10 000 coureurs répartis sur 8 courses avec en moyenne 30 000 accompagnants qui viennent supporter les coureurs. Oui, donc ce sont de gros événements avec environ 40 000 personnes. On découvre les images. Quels sont les axes d'action principaux pour vous rendre vos événements éco-responsables ? Alors, nous, dans un premier temps, ce qu'on a constaté, c'est qu'entre 1979 et aujourd'hui, on a vu une vraie évolution de la pratique. Et étant habitant de la vallée de Chamonix, on est vraiment confronté au réchauffement climatique. On est les premiers spectateurs malheureusement de ce réchauffement. Donc, on a depuis plusieurs années essayé de mettre en place un certain nombre de choses pour réduire notre impact. Et c'est vrai que je vous rejoins parfaitement, c'est l'impact le plus important, c'est malheureusement l'empreinte carbone du déplacement des participants. Donc c'est là-dessus qu'on axe très fort nos actions pour réduire cet impact carbone. Après, on a bien sûr tout un volet sur la gestion des déchets, la gestion de la ressource en eau, la suppression de bouteilles plastiques, de choses comme ça. Mais suite aux différentes études d'impact qu'on a sur notre événement, on a quand même 70% de l'empreinte carbone qui provient du transport des participants. Vous dites combien, 70 ? Oui, 70%. Et donc, on estime que c'est là-dessus qu'on a le plus gros travail à faire. Comment, du coup ? Alors, si on reprend chaque axe de ce que vous venez de nous dire. Donc, le premier axe, cette année, on a demandé aux participants lors de leur inscription, puisque la chance qu'on a, c'est qu'on a un accès direct aux participants au moment de leur inscription pour la prise de dossard. Donc, on leur demande tout de suite quel est leur mode de transport. Le train, l'avion, le bus, le covoiturage, la voiture. Et en fonction de ce mode de transport, on leur propose, par rapport au nombre de kilomètres qu'ils vont faire, de compenser leur empreinte carbone. Alors, j'entends bien que c'est qu'un moyen et que c'est peut-être aussi une façon de se dédouaner, mais ce qui nous permet, nous aussi, de communiquer avec eux de façon très forte, étant donné qu'on sait du coup comment ils vont venir. On va pouvoir leur adresser des messages en leur disant « Vous avez décidé de venir en voiture, est-ce que la voiture est vraiment pleine ?» Vous pouvez peut-être vous mettre sur notre plateforme de covoiturage pour trouver des gens qui viennent avec vous pour réduire un petit peu l'impact. On va également leur proposer des moyens de transport en commun, puisque parfois, suivant d'où ils viennent, ils n'ont pas connaissance
des transports en commun qui sont possibles pour venir sur Chamonix. Et ça nous permettra d'améliorer, on l'espère, ou en tout cas de réduire l'impact carbone à ce niveau-là. La réduction des déchets, ça c'est un autre axe. Oui, tout à fait. C'est vrai que on est sur un trail qui se déroule en pleine montagne et avoir beaucoup de déchets qui sont produits suite à l'organisation des ravitaillements, pour nous, c'était un vrai problème. Donc, on a travaillé sur la suppression des contenants individuels. Les coureurs ont l'obligation d'amener eux-mêmes leurs propres contenants. On ne fournit plus de gobelets, de bols, de cuillères. C'est les coureurs qui apportent leurs propres contenants. Et puis, on a également mis en place des partenariats avec des associations pour le compostage, ce qui nous permet que tous les déchets qui sont compostables sont récupérés et compostés. Donc, finalement, on s'aperçoit qu'on a une très faible quantité de déchets qui sont en ordures ménagères. Et l'année dernière, on a eu 520 kg de déchets compostables sur l'ensemble des courses. Donc, c'est d'autant de déchets qui ne sont pas mis dans la filière des ordures ménagères. Et puis, notre plus grosse action, ça a été sur la gestion des bouteilles plastiques d'eau plate et d'eau pétillante, puisque sur la dernière édition, on avait encore des bouteilles plastiques. On était sur environ 30 à 35 000 bouteilles plastiques, soit une trentaine de palettes, de 38 tonnes qu'amenaient ces palettes d'eau à retraiter, etc. Et donc, on a décidé de les supprimer totalement. Alors, pour tout ce qui était eau plate, c'était assez simple. On a acheté des cuves et puis avec des systèmes de robinet pour que les participants puissent se servir eux-mêmes avec leurs propres contenants. Et pour la partie eau pétillante, c'était un petit peu un défi, puisqu'en fait, les participants de trail apprécient de pouvoir avoir de l'eau pétillante avec des électrolytes. Et l'idée, c'était de ne plus avoir de bouteilles de plastique d'eau pétillante. Donc, on a créé notre propre système d'eau pétillante. On a acheté des carbonateuses, des fûts de bière en petits volumes de 20 litres et on crée notre propre eau pétillante. Donc, c'était un petit peu un challenge d'arriver à faire ça, puisqu'au final, c'est 500 fûts de bière pour pouvoir distribuer sur l'ensemble des ravitaillements et que les coureurs puissent avoir quand même cet apport en eau pétillante avec électrolytes sans avoir le problème de la gestion des bouteilles plastiques. C'est vraiment très intéressant. Vous chiffrez tout en fait, vous comptez, comment vous travaillez ? Oui, absolument. Alors l'idée, c'était les toutes premières années, on faisait un peu au jugé. Ouais. Et puis en fait, on s'est aperçu suite à l'étude d'impact environnemental que on a besoin d'avoir des données pour pouvoir voir notre progression. Si on n'a pas de données, on ne sait pas d'où on est parti et où on peut aller. Donc c'est vrai que désormais, on essaye de peser les poubelles, de prendre en photo, parce que suivant où on est, on ne peut pas forcément faire une pesée, puisqu'on va aller mettre les ordures ménagères dans des systèmes de récupération type écolecto, c'est ce qu'on a sur Chamonix. Donc on essaye vraiment d'avoir cette mesure sur tous les domaines sur lesquels on travaille, effectivement. Arnaud Breton, vous en êtes où ? Il y avait les ambitions de départ. Là, on est à 6 mois d'événement. Est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que ça correspond aux attentes que vous aviez pour l'instant, ce que vous avez pu mettre en place ? Et est-ce que il y a combien de stades pour France 2023 ? 9 stades et 10 villes hôtes. Et est-ce que tous les stades sont à égalité en ce moment dans ce que vous vouliez faire ? Alors en fait, il y a 2 questions dans votre question. Tout à fait. Sur le premier sujet, en fait, dès le début, nous, on a construit une stratégie RSE qui s'est traduite par une politique. Et en fait, comme on vient du monde du rugby, on est un peu rugueux, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu avoir une liste à l'après-vert d'actions à mener, parce qu'on se dit qu'il y a certaines choses qui sont du must-do, on est obligé de les faire en interne du comité d'organisation, sur les gestes à l'intérieur même du comité, c'est des choses que tout le monde doit faire, toute entreprise doit faire, donc on n'en parle pas. Et on a identifié 15 projets, en fait. Alors, certains qui sont sur la partie environnementale, il y a également la partie inclusion, formation également. Donc, on les suit, ces 15 projets existent, ce sont des projets qui sont ouverts, ce sont des projets où on a des indicateurs aussi pour pouvoir les mesurer. Comme on estime que c'est important de les mesurer, on s'appuie non pas sur nous-mêmes pour le faire, ni même sur des cabinets que l'on fait, mais sur l'État.
en fait, qui a la charge de réaliser nos études d'impact sur les 3 dimensions économiques, sociales et environnementales, parce que en fait, ce sont des sachants avec leurs méthodes, qui sont des méthodes scientifiques ou éprouvées, pour pas qu'on nous accuse de faire notre propre communication. Donc, nous, on est véritablement sur des éléments de preuve qu'on apporte. On a différents sujets où, encore une fois, on veut montrer ce que l'on fait. On communique peut-être pas assez d'ailleurs, mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc, on veut véritablement montrer nos réalisations. Après, sur les différents stades, c'est à la fois une force et pas forcément un axe d'amélioration, mais un sujet particulier, c'est que, comme on l'a dit, on s'appuie, nous, sur des stades qui existent. On n'a pas voulu réinventer des enceintes parce que il n'y avait pas nécessaire, c'était pas nécessaire de le faire. Mais par contre, toutes les configurations de stades sont différentes. Pour gérer les déchets, chaque stade est différent. Pour gérer les sujets d'énergie, chaque stade est différent. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche à s'appuyer sur des entreprises ou des sociétés expertes pour le faire. On a conventionné, par exemple, nous, avec Relais Vert en septembre 2021 pour nous accompagner sur les sujets d'éco-responsabilité. On le fait avec Citeo, on le fait avec d'autres acteurs de cette nature-là pour gérer les déchets, la Fédération française des banques alimentaires sur la récupération, sur les mégots également. Donc voilà, non pas qu'on segmente ou qu'on partitionne, mais voilà, on prend la réalité de chaque configuration de stade pour trouver les solutions et les approches qui sont à même d'être menées, parce que, encore une fois, un stade de 80 000 places, c'est pas la même chose qu'un stade de 30 000 places. Et du coup, il y a des bons et des mauvais élèves ou pas alors? Pardon? Je dis, il y a des bons et des mauvais élèves ou pas alors? Alors, il n'y a que des bons élèves puisque tout le monde est partant, mais en fait, ça rejoint la notion de prise de conscience. Quand vous évoquiez tout à l'heure le fait de demander à des participants de contribuer, là aussi, je reprends toujours les trois cases que vous indiquiez. Mais en fait, c'est nécessaire aujourd'hui qu'un grand événement, parce qu'il a une audience qui existe, prenne la parole sur ces sujets-là. Ça n'existait pas avant. En 2007, on avait fait une Coupe du Monde de rugby en France. Ce n'est pas des sujets qui étaient aussi marqués. Même si je prends d'autres événements plus récents, le sujet n'était pas aussi prégnant dans la conscience collective. Donc, on est une audience et on utilise cette audience pour le faire. Et l'un de nos enjeux, c'est d'embarquer tout le monde. Et pour le coup, c'est ce qu'on essaye de faire, du grand public, des sponsors, des collectivités, pour nous accompagner sur ce sujet-là, parce qu'on est conscient qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Magali Chevalier, qu'est-ce que vous visez? Je pense que vous avez plein d'idées, de choses à améliorer. Moi, il y avait une idée que je trouvais intéressante. Vous parliez tout à l'heure du transport des participants. L'idée, ça pouvait être aussi de sélectionner les participants selon leur mode de transport. Et là, on revient à mon idée de bons et mauvais élèves, finalement. Oui, alors c'est des pistes sur lesquelles on réfléchit. Le marathon du Mont Blanc, étant donné qu'on est dans un cadre naturel dans lequel on ne peut pas accueillir 100 000 coureurs, on est forcément limité, donc on limite le nombre de participants et on est obligé à l'automne de faire un tirage au sort pour les personnes qui souhaitent participer. Donc on ouvre les inscriptions, on a 10 000 places et on a plus de 50 000 personnes qui participent au tirage au sort. Donc, et c'est 10 000 places sur l'ensemble des courses, donc il y a forcément un grand nombre de déçus. Et c'est des pistes qu'on évoque pour l'avenir, c'est de dire peut-être qu'à l'avenir, on réservera un nombre de dossards dédiés aux personnes qui auront des modes de transport vertueux. Alors, il y a toute la problématique de quelqu'un qui va prendre un covoiturage sera aussi vertueux peut-être que quelqu'un qui sera venu en bus. Enfin, il y a vraiment pas mal de thèmes à réfléchir là-dessus, mais c'est des pistes sur lesquelles on réfléchit, de dire pourquoi pas ne dédier un nombre de dossards aux personnes qui viendraient en train, qui viendraient avec des modes de transport plus vertueux. Je fais juste un lien parce que c'est un élément qui est important justement dans les programmes qui sont mis en place. On essaye aussi de tendre sur des éléments comme ça. Alors nous, c'est pas sur les acheteurs de billets, mais je prends des sujets bêtes de ramasseurs de balles. En fait, c'est en lien avec des clubs de rugby. Mais dans la démarche qu'on a mis en place, justement, on leur disait de conduire des actions de nature RSE pour pouvoir sélectionner les équipes de ramasseurs de balles, notamment sur cette dimension-là, au-delà de leur qualité technique ou physique qu'ils peuvent avoir par rapport au sport. Sur le tournoi national des quartiers que l'on fait notamment aussi avec le Grand Lyon, on a des enfants qu'on va initier sur les sujets du rugby. On va les amener pour certains d'entre eux jusqu'à la finale de bronze au Stade de France pour aussi assister à ces matchs-là. Il y a la dimension sportive qui est importante, tu l'as rappelé juste avant, mais il y a la dimension aussi environnementale puisqu'on leur demande également des gestes ou des éléments qui leur permettent d'être évalués, je ne veux pas dire notés, mais évalués
également sur cette dimension-là, comme vous le faites sur le Mont Blanc. Ouais, ça, c'est des exemples, Maël Besson, d'organisations qui deviennent acteurs, comme vous disiez, du changement. Je vous ai vu faire, quand Arnaud Breton disait qu'en 2007, on ne parlait pas trop de ça. Peut-être que les organisations en parlaient, mais effectivement, le grand public n'en parlait pas. Non, mais en fait, je pense juste sur 2007 avec l'ADEME, on avait mis en place la première qui se déplaçait en train. Donc c'était la première étude carbone qui était faite. Pour le coup, ça avait et puis les équipes pro qui se déplaçaient en train, c'était quelque chose un peu fort. Mais après, on est d'accord, on va un peu plus loin. Non, là où je voulais rebondir, c'est que oui, il y a des contributions. En fait, un grand événement, par son attractivité, sa médiatisation, il est prescripteur. Et il est prescripteur sur plusieurs points, sur le grand public. Et il y a un certain nombre de choses dans les actions qu'on demande de faire et tout ça qui rentrent. Je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin dans comment on intègre des gestes éco-responsables dans le spectacle télévisuel pour que ça en fasse la norme et que ça soit normal d'avoir une gourde, que ça soit normal d'avoir une machin, qu'on en fasse la norme sociale. Donc il y a prescripteur auprès du grand public. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas et pour le coup, c'est un bénéfice, je trouve, assez positif des grands événements. C'est sur les parties prenantes, les prestataires et tout ça, parce que par souci d'exemplarité, la plupart des grands événements ont des politiques d'achat responsables assez ambitieuses, qui sont assez poussées, qui reprennent souvent ce qu'on avait mis dans la charte des 15 engagements éco-responsables qu'on avait monté ministère WWF. Et ça a quand même un impact. Je sais que France 2023 l'a fait, Paris 2024, Roland Garros et tout ça. Et ça a un impact sur tout pour voir beaucoup d'organisateurs de boîtes d'événementiel, de restaurateurs. C'est des choses qui ont un réussissement qui n'est pas très sexy au niveau du grand public à mettre en valeur, mais il y a un héritage là-dessus, c'est les grands événements sont prescripteurs. Après, il y a un troisième point, à mon avis, qu'on n'a pas encore résolu parce que c'est compliqué dans les grands événements, c'est la partie sponsor. On a quand même dans les sponsors en fait, on est dépendant dans les événements sportifs de sponsors qui vendent des services et des biens qui sont assez néfastes pour le climat. Et ça, on n'a pas encore résolu de comment on arrive à faire transformation du modèle où on arrive à transformer ces choses. Parce que... si tu veux, le modèle, enfin, je vais extrapoler un peu, mais le modèle économique d'un grand événement sportif, il repose sur son attractivité, sur son image. Et l'image, c'est deux choses, c'est la notoriété et les valeurs auxquelles on associe. Et quand les valeurs, on accole en valeur à l'image d'un événement des valeurs plutôt polluants, pas très éco-responsables, on a une perte de valeur en termes d'attractivité vis-à-vis des sponsors. Et pour le coup, c'est quand même les sponsors les plus émetteurs. C'est une question intéressante, oui. C'est une question intéressante et qu'il va falloir poser sur la table le poids carbone de l'euro investi de tel et tel sponsor. Pour moi, un sponsor alors qu'on voit n'a pas le notamment même poids carbone que... On voyait tout à l'heure Cristiano Ronaldo qui bougeait les bouteilles. On voit certains sportifs s'engager. On a vu Kylian Mbappé aussi refuser de faire certaines campagnes. Mais on peut pousser le sujet. En fait, c'est pas juste sur les événements sportifs, cette problématique de comment on finance nos sports. En fait, l'argent public qui est investi dans le sport, c'est pareil. On est dépendant d'une taxe sur les droits audiovisuels qui est proportionnée au montant des investisseurs, des publicitaires. La taxe Buffet. Mais la TVA est une taxe... Il n'y a plus que 5 minutes. Non, mais c'est parce qu'on va... Je suis sûre... Enfin, moi, j'ai encore d'autres questions, mais je suis sûre que dans la salle, il y a des questions. Et effectivement, il nous reste que quelques minutes. Alors, on ne vous voit pas forcément, mais est-ce que vous avez des questions? Et je suis sûre que vous en avez. Ça y est, on va vous voir mieux. Pour nos trois intervenants. Lancez-vous, n'ayez pas peur. Alors, là-bas, je vois quelqu'un qui lève la main. Bonjour, merci. Oui, là, c'est bien beau, vous parlez de grands événements, mais nous qui sommes des clubs bas de gamme, il y a un facteur que vous ne parlez pas, c'est le financement. Parce que nous, on a tous envie moi, je suis dans le football, de ballons écologiques, de tenues écologiques, mais en face, il y a un budget, et ce budget, nous, malheureusement, on n'arrive pas, on ne peut pas suivre. Alors, je corrigerai sur le fait bas de gamme. Je n'adhère pas du tout à cette expression sur le sport amateur et ça. Et oui, c'est exactement ce que je disais en fait. Là, je parlais des grands événements et des sponsors, mais en fait, on l'a sur. Effectivement, j'aurais pas dû le faire que sur les grands événements, c'est sur les petits événements. On a une problématique de financement
décarbonée de nos activités sportives. Mais dans le financement public aussi, hein, la plupart de nos ressources financières viennent de la TVA, qui est une taxe sur la valeur ajoutée, sur la vente de produits. Et en gros, on est dépendant du nombre de produits qu'on va vendre dans nos sociétés, sur nos revenus. Donc en fait, c'est comment on arrive à décarboner nos financements du sport amateur, des grands événements. Et oui, c'est un vrai enjeu. Moi, je pense que s'autoriser à penser que ça soit différent et à miser sur des ruptures, de dire, on fait, alors c'est peut-être pas le bon exemple, mais on fait quelque chose pratiquement complètement sans alimentation carnée, végétarien, ou en fait, quelque chose où on fait qu'un public qui vient en vélo. Des ruptures vont faire l'attractivité. Et je vais faire le parallèle avec pas mal de sportifs de haut niveau qui ont arrêté les carrières, et on voit que ceux qui ont un engagement fort sur les enjeux sociaux ou environnementaux, avec une rupture un peu forte, continuent à être sponsorisés parce qu'ils ont des valeurs attachées très fortes auxquelles les marques veulent s'associer. Donc après, l'équilibre et la solution, je ne l'ai pas, et c'est pas simple. Et si ça se serait, si c'était simple, ça se saurait. Hein. Okay, est-ce qu'il y a une autre question ? Non, vous n'avez pas d'autres questions ? Si. Bonjour, je trouve ça très intéressant, les notions de trouver des moyens de refinancer le sport. Ma question est très simple. Est-ce que pour des grands événements comme la Coupe du Monde 2023, est-ce que ces grands événements ont la possibilité, le pouvoir, j'ai envie de dire, de refuser certains sponsors aujourd'hui, ou est-ce que c'est carrément une utopie ? Et en gros, est-ce qu'ils peuvent sélectionner leurs sponsors pour justement retrouver cette notion d'attractivité cohérente ? Alors c'est une très bonne question. En fait, quand on parle de sponsors sur des grands événements, et je pense que sur tous les grands événements, c'est à peu près la même chose, il y a un certain nombre de sponsors qui sont les sponsors mondiaux, qui sont dépendants des fédérations internationales. Donc nous, World Rugby, les autres dans le foot, dans les jeux, il y a des sponsors internationaux et sur lesquels on n'a pas la mainmise. C'est le choix de la fédération. Ensuite, il y a le programme en dessous. Et le programme en dessous, généralement, ce sont des droits qui sont liés au comité d'organisation. Et on a cette possibilité-là. Nous, on s'est posé la question, puisque en fait, ce qui est intéressant sur la Coupe du Monde de rugby, j'en ai pas parlé, on est sur un modèle très particulier, c'est-à-dire qu'on est sur un modèle qui est presque comme celle d'une entreprise, c'est-à-dire que nous, on a acheté des droits à la Fédération internationale pour avoir le droit d'organiser, donc on fait un chèque à World Rugby, très, très concrètement, et ensuite, on a des revenus qui sont liés à la billetterie, qui sont liés aux hospitalités, et qui sont liés à la partie sponsoring, qui nous permet de compenser ou de supporter les dépenses d'organisation. Et avec tout ça, ça nous permet de générer un bénéfice, un boni de liquidation, parce qu'on s'appelle comité d'organisation sous forme d'un GIP, mais l'équivalent d'un bénéfice. Donc, pour répondre à la question 1, on a le droit de refuser des sponsors, et nous, les choix des sponsors que l'on a fait, c'était sous la considération économique et ce qu'ils pouvaient nous apporter au projet, parce qu'il y a certains, j'imagine que vous avez en tête, qui nous permettent de réfléchir autrement aussi à leur modèle compte tenu de leur expertise sur des sujets. On a des personnes dans le domaine de l'énergie, des personnes dans le domaine de l'alimentation, etc. En fait, ils nous apportent, parce que ce sont eux qui sont au cœur de ces changements aussi, pour changer les modèles, pour proposer autre chose, et on s'appuie également sur ça pour réfléchir autrement et proposer autre chose. Et pourquoi je parlais de bénéfices également, parce que ça rejoignait aussi quelque part la question qui a été avant, c'est que nous, l'argent que l'on a, ça ne va pas des actionnaires dans un autre pays, ça va servir des projets qui vont servir uniquement le développement et la promotion du rugby en France. Donc dit autrement, ça va resservir des clubs de rugby. Vous aviez parlé, alors je ne sais pas si c'était un club de rugby ou pas, mais en tout cas, ça va servir des clubs amateurs, soit sur de la pérennisation d'emplois d'apprentis, parce qu'on a parlé là que de la dimension environnementale, mais on a un grand programme d'apprentis, soit à travers les équipements
en mettant des critères justement de nature RSE, environnementaux en termes en lien avec le programme de sobriété énergétique également, dans le lien avec la promotion du rugby en tant que tel et dans les sujets d'éducation. Donc on refinance aussi un tout petit peu en tout cas de manière conséquente plutôt, on va le dire dans l'autre sens, on finance de manière conséquente le rugby amateur grâce à l'événement phare qu'est la Coupe du Monde de rugby. Un dernier mot, Maël, juste le Paris 2024, on se souvient, a refusé un gros sponsor, un pétrolier, il y a peu de temps. Oui, c'est déjà arrivé. C'est ce que je voulais dire. C'est en fait dans l'équation du financement des grands et petits événements, il faut rentrer les collectivités. Les collectivités, c'est le premier financeur du sport, et parce qu'il est propriétaire des infrastructures, il est souvent gestionnaire, il finance. Et on commence de plus en plus à avoir des collectivités qui refusent soit des événements parce qu'ils ont certains sponsors, soit des sponsors sur un événement. On l'a vu sur Paris 24 avec Total. On l'a vu dans plusieurs villes de dire on refuse des demi-finales ou des villages parce qu'il y a des sponsors de voitures 4x4. Donc, il faut pas sous-estimer, les collectivités sont essentielles pour le sport et dans le financement du sport, il faut les rentrer dans l'équation. Et plus ça va aller, plus ça va être compliqué pour une collectivité de mettre en avant un événement qui met en avant sur le parvis public des sponsors de plus en plus contestés. Merci. Merci à tous les trois. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup. C'était passionnant et on aurait pu en parler encore pendant très longtemps. Mais merci beaucoup, je vous raccompagne et on va parler de construire des nouveaux modèles du sport français avec une pratique accessible à tous et dans un tout petit instant. À tout de suite.